le Hamas a-t-il vraiment gagné de l'argent en jouant contre la bourse israélienne? Vrai ou faux? Et nous retrouvons tout de suite Daniel Guggenheim, votre économiste préféré pour sa chronique hebdomadaire. Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors on va parler aujourd'hui d'économie israélienne et plus particulièrement, on va faire un petit point après 60 jours de guerre. Comment sait-on que l'économie se ressaisit puisque c'est un peu les titres de la presse financière? Oui, tout à fait, je dirais même, pas seulement de la presse financière, mais des représentants du Trésor. Cette semaine, il y a eu une réunion à la Commission des finances où le sujet de la réunion devait être pourquoi il faut faire des coupes budgétaires et en 2023 et en 2024. Et le journal Davar, qui est d'ailleurs travaillé, c'est-à-dire qui n'est pas, à mon avis, pro-gouvernemental, a titré comment le représentant du ministre des Finances a expliqué pendant toute la conversation comment l'économie israélienne allait tellement bien après 60 jours de guerre, et on s'étonne, on voit pas le rapport avec le titre pourquoi il faudrait faire des coupures budgétaires. Il ressort bien, c'est à mon avis un bon titre, et ça veut dire la chose suivante. Effectivement, il y a des indicateurs quand même précis. Alors, effectivement, tout le monde sait que le déficit budgétaire et le déficit et la dette d'Israël va augmenter à cause de la guerre, même avec l'aide américaine. Il ne s'agit pas de ça. La question est de savoir, est-ce que vraiment la situation est au point qu'il faudrait faire des grands coupures budgétaires ou c'est simplement ce qu'on appelle le mot buzz ou mettre quelque chose comme ça dans la société pour que les gens se disent « Ouais, il faut que je me serre la ceinture ». Et on a eu plusieurs indicateurs qui sont tombés cette semaine qui montrent qu'il y a la résilience dont on parle souvent ici de l'économie israélienne malgré les 60 jours de guerre. Premièrement, au niveau du salaire moyen des Israéliens, on a les chiffres d'abord définitifs de fin septembre, donc juste à la veille de la guerre, fin septembre 2023 par rapport à fin septembre 2022. Ça a augmenté. Voilà. On était 12 935 shekels, ce qui représente, par rapport à l'année d'avant, 5,6% d'augmentation. Donc, plus que l'inflation. Ok, donc ça c'est important de le préciser. Même dans le high-tech ? Alors, et dans l'high-tech, encore plus. Dans l'high-tech, on a, à la veille, encore une fois, à la veille de la guerre, les chiffres définitifs montraient une augmentation de 7,6% en un an. Donc bien plus importante, et on était à un salaire moyen de près de 30 000 shekels. Donc par rapport au titre qui disait que même avant la guerre, il y avait un problème d'emploi dans le high-tech, en tout cas, le salaire reste élevé. C'était, Daniel, ok, mais c'était fin septembre, avant la guerre, donc fin octobre, on en est où? Alors c'est ça, on a pour l'instant que des évaluations parce que souvent, il y a un délai dans le traitement des données, et les évaluations qui sont faites par l'Institut des statistiques pour les salaires, c'est que fin octobre, je dis encore fin octobre, on aurait une baisse du salaire moyen. J'avais parlé donc près de 13 000 shekels à fin septembre, et fin octobre, on serait autour de 12 500 shekels. Donc une baisse, mais encore une fois... Mais enfin, ça reste honorable quand même. Honorable quand même. On a aussi une baisse de gens qui sont en activité. Je parle même pas des ceux qui sont qu'on appelait Ovdim Zarim, ceux qui étaient étrangers qui venaient travailler ici, que c'est encore plus important. Mais point de vue des Israéliens, on a une baisse de 1% des salariés israéliens par rapport à l'année d'avant, 1% par rapport à la situation de octobre 2022 et 1,6 par rapport au mois précédent de 2023. Donc un peu de chômage, mais c'est pas non plus la catastrophe. Voilà. Alors, au niveau des cartes bleues, on en avait parlé. Oui. On en est où? Ah, c'est ça. On a maintenant les chiffres définitifs de tout le mois de novembre qui montrent que maintenant, tout pour le mois de novembre, la situation a été qu'il y a une baisse moyenne de 5% par rapport à un mois normal de 2023. Il faut donner ce chiffre par rapport au début de la guerre, on était à une baisse de 25%. Donc, et on avait vu la semaine dernière, ce qui a beaucoup joué dedans, bien entendu, c'est le Blue Day qui a été une grande réussite, comme on a dit la semaine dernière. Ok, donc bon, à part ça, on sait que les aides ont été versées, donc ça c'est rassurant pour les indépendants et les salariés, enfin tous ceux qui avaient besoin d'être soutenus financièrement, ça c'est fait. Voilà, ça que je veux dire. D'abord, c'est à mon avis, c'est une des raisons de la consommation, parce que les gens voient que l'argent vient d'abord. Ceux qui ont été, ce qu'on appelle les mephonim, qui n'étaient pas dans les hôtels, ont reçu, déjà il y a 10 jours, 200 shekels par adulte et 100 shekels par enfant.
Et à part ça, tout ce que j'ai parlé, les indépendants, les entreprises et tout ça, ont été indemnisés au début de cette semaine, mais vraiment, l'argent a été versé, des très bonnes sommes qui ont couvert largement la baisse du chiffre d'affaires qu'il y a eu au mois d'octobre. Et il a été annoncé par Smotrich, il a un grand cœur en ce moment, il faut le souligner, qu'il va continuer ça le mois d'après, donc et ça va être voté par la Commission des finances, donc vous sachez que ce mois prochain, vous aurez la même chose. Des aides. La même compensation. Alors, on va parler maintenant d'un sujet important. C'est une fake news que tout le monde a repris comme argent comptant. Ce sont 2 professeurs en Amérique qui ont lancé cette rumeur comme quoi le Hamas aurait gagné de l'argent en jouant à la bourse israélienne. Mais vous m'avez dit en préparant l'émission, c'est faux. Je dirais, mais pas seulement en jouant à la bourse, en jouant contre la bourse israélienne. C'était ça le titre de cette recherche, et c'est faux. 2 grands professeurs, vous avez dit, un qui s'appelle Jackson, l'autre s'appelle Mites, de grandes universités en Amérique, Columbia et New York, qui sont des universités réputées surtout dans le domaine économique. Et ils ont fait leurs recherches et leurs conclusions sans se référer, sans demander aux autorités ici en Israël, que ce soit la bourse ou bien l'autorité des marchés financiers locales, ce qu'on appelle ici comment ça fonctionne et si c'était possible. Et voilà. Or, qu'est-ce qu'ils ont dit en gros? Eux, leur thèse, leur recherche a dit la chose suivante. Ils ont remarqué que avant le 7 octobre, quelques jours avant, il y a eu des gens qui se sont posés en position baissière, en anglais on appelle ça short, contre la bourse israélienne, en particulier contre la banque Leumi, qui est la deuxième valeur en Israël, qui vaut plus de 40 milliards de shekels. Et donc, ça veut dire que, d'après eux, le Hamas a dit à des acolytes ou à leurs amis, vous savez, on va faire une terrible guerre le 7 octobre, la bourse d'Israël va baisser, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Donc investissez, allez-y, achetez. C'était ça. Pourquoi d'abord, alors ils ont parlé d'un gain de 3 milliards de shekels. Pourquoi ils se sont trompés de multiplier par 100? Parce que ils ont calculé leurs chiffres, ils pensaient qu'en Israël, les actions étaient libellées en shekels, alors qu'ils sont en akourotes. Donc d'abord, même si c'était vrai, il y avait une erreur de calcul. Voilà, ils auraient tout fait pour 30 millions de shekels. Ensuite, qui leur aurait, en plus, par rapport à la banque Leumi, c'est vrai qu'elle a baissé le lendemain de 5-6%. Mais ça n'a rien à voir. Après la guerre, elle s'est ressaisie depuis pas mal. Mais en plus de ça, qui aurait dit à ces gens-là que la bourse israélienne n'aurait pas fait comme la bourse en Amérique à Wall Street après les attentats de septembre, où elle avait fermé, personne n'obligeait Israël. C'est une erreur fondamentale que les investisseurs ont dit et la presse financière. La bourse, on fait pas ça en panique. Ils auraient dû attendre 1 ou 2 jours et après, les pertes auraient été moins importantes parce que c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Donc alors, une autre chose. Mais en plus de ça, l'autorité des marchés financiers et la bourse ont dit, ce n'est quelque chose qui n'est pas possible qu'ils puissent le faire, point de vue des lois concernant les blanchiments d'argent. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire cette opération dont soi-disant ils auraient fait, il aurait fallu pour ça qu'ils empruntent des quantités ou de ces actions de la banque Leumi, ou bien ce qu'on appelle les paniers d'actions en Israël. Mais ça, on le fait que à quelqu'un qui est membre de la bourse. On vérifie l'identité. Et alors et c'est sûr que si on identifie qu'il y a une quelconque acquaintance avec le Hamas, ça pourrait pas marcher. Même si c'est un monsieur Smith qui vient acheter, on va lui demander d'où vient ton argent, comment ça se fait qu'il y a cet argent, et on remonte rapidement. Les règles sont très très dures, surtout pour des sommes comme ça. Et donc, ils ont dit que c'est pas possible qu'une telle chose aurait lieu. Une autre chose, que si en plus ils auraient voulu faire gagner de l'argent et être moins vus, ils l'auraient fait en achetant des options. Alors là, ils auraient pu multiplier par 6 ou 7 fois le gain. Ils n'auraient pas fait comme ça. Ils n'ont pas fait comme ça, donc ça veut dire que c'est pas eux qui ont fait. C'est pas eux, donc ils se sont trompés, donc ça c'est vraiment... Voilà, et je voudrais ajouter une chose, parce que ça c'est le pire. C'est que ces gens qui ont fait cette recherche, et ceux qui en Israël, comme des marqueurs, qui ont repris cette demande, sans même demander, comme on a dit, aux gens qui savent... Sans vérifier. Ils ont fait une erreur fondamentale de conception, qui est la même erreur que je dirais que Netanyahu et les différents gouvernements successifs ont fait depuis des années. On se place
dans ce qu'on appelle l'économie de la mondialisation. Ça veut dire on pense que comme nous en Israël et dans les pays développés, ce qu'on aime c'est le bien-être, ça veut dire avoir une certaine richesse, un bon niveau On de vie. pense que eux aussi c'est ça C'est ça qui compte au-dessus dessous. Je dis pas que, comme vous pouvez dire en antenne, oui ils ont besoin d'argent pour faire leur terrorisme, ça je suis d'accord, mais pour eux ils auraient pas sacrifié l'idée que ça éventé qu'on est en train de préparer quelque chose pour Israël pour l'appât du gain. Ça c'est une vue occidentale des choses. Ouais. C'est très il faut absolument Donc, changer c'est sûr que ce n'est pas eux, c'était vraiment une fake news. Ouais, le Hamas n'a pas gagné d'argent en jouant contre la bourse israélienne. On va continuer avec une nouvelle qui n'est pas très étonnante en fait, c'est le prix de l'or qui s'envole et ça c'est un peu normal en temps de guerre, c'est toujours comme ça. Et c'est nous les responsables encore. Bien sûr. Alors, on dit justement, c'est d'ailleurs dans le monde entier, on parle de cette envolée de l'or qui a augmenté depuis 10% depuis le début de la guerre. Beaucoup disent que c'est ça le point de départ. C'est un record historique. On a même atteint les $2100. On a un peu retombé depuis, mais c'est depuis 2020, c'était le précédent record historique, c'était à $2060. Alors, comment on explique ça Combien ça vaut une once d'or aujourd'hui? Alors, tous les jours ça change. Aujourd'hui c'était autour de $2050, mais comme je l'ai dit, il était à 2080 il y a quelques jours. Ça change tous les jours. Donc valeur refuge. C'est une valeur refuge. Bon. Et vous savez que sûrement les auditeurs ont entendu que par exemple le commerce maritime est très affecté en ce moment dans la mer Rouge. Les terroristes, moi c'est le mot qui parle du Yémen. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Sont des pirates. Attaquent les bateaux, pas seulement israéliens, attaquent les bateaux anglais. Donc c'est pour ça que les gens préfèrent investir dans l'or? Alors l'or est depuis tout le temps d'abord une valeur refuge psychologiquement dès qu'il y a une détention. À part ça, il y a encore deux autres raisons qui sont données par les économistes, qui sont le fait que les taux en Amérique devraient baisser parce que l'inflation baisse en Amérique et le dollar serait moins attractif et donc on cherche une nouvelle valeur refuge. Est-ce qu'il est bon d'investir dans de l'or? Est-ce qu'il faut acheter des lingots tout de suite? Alors, d'abord, moi, je dis, la meilleure façon d'investir dans de l'or pour un homme, c'est acheter un bijou à sa femme, qui soit l'or le plus pur possible. Et d'abord, ça renforce le mariage, mais surtout, c'est le meilleur investissement. Ma femme me dit ça souvent aussi. Maintenant, à part ça, on déconseille d'acheter des lingots d'or. C'est pas comme à l'époque, on pouvait les prendre avec soi. D'abord, il y a un coût à ça. Il faut les mettre dans la banque. On paye très cher pour ça. Il peut s'abîmer. Ce qu'on fait maintenant, on achète du papier qui représente de l'or, soit en prenant des participations dans des mines d'or. Moi, ce que je conseille le plus, c'est soit dans les SICAV en Israël, il y en a deux qui investissent dans de l'or, qui sont justement indexés à l'or. Quelles sont-elles, les SICAV? Il y en a une qui s'appelle Métav et l'autre, elle est une des deux Métav et l'autre d'une grande aussi société d'accord. On met Kessem Métav et Kessem Zahav. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont en plus de ça? Ce qui est bien, c'est qu'une partie de dans leur portefeuille d'or est de l'argent qui est en obligation. Ça veut dire que même si l'or n'augmente pas, sauf s'il baisse très fort, alors on est couvert au moins par à des intérêts que donnent les obligations qui sont indexées à l'or. Donc ça, c'est la meilleure façon d'acquérir de l'or en ce moment. Voilà, vous avez les meilleurs conseils qu'on peut vous donner sur ce sujet. On termine tout de suite avec une bonne nouvelle en Israël. C'est Wast Data qui a levé des centaines de millions de dollars. Oui, Calcalis qui est pourtant pas un site gouvernemental qui fait des grandes critiques sur l'économie israélienne et surtout la politique du gouvernement, a titré hier, en pleine guerre, regardez comment une société israélienne arrive à lever des centaines de millions de dollars, dont par exemple de Goldman Sachs, d'une société Mellanox, elle s'appelle Wast Data comme vous dites, pour une valeur de 9 milliards de dollars. Une société qui a été créée en 2016, dont le but est qu'on n'a plus besoin, si on utilise son système à lui, il n'y a plus besoin de disques durs dans les ordinateurs. C'est vrai, c'est très intéressant. Et donc, elle a réussi beaucoup. Elle valait en 2020 $1 milliard et maintenant, elle vaut donc le chiffre important de 9 milliards de dollars. C'est vraiment une réussite et c'est bien de le souligner. Voilà, puis nous, ça nous fait du bien de finir avec une nouvelle économique réjouissante comme celle-ci. Merci Daniel, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.